d'un mur mystérieux en Nouvelle-Zélande qui semble avoir été sculpté par des mains humaines il y a des centaines de milliers d'années, aux inscriptions néolithiques sur une montagne au Sri Lanka qui déconcertent même les experts en art rupestre les plus chevronnés, en passant par une boîte en granit en Égypte qui défie toutes les lois connues de l'ingénierie ancienne, et une église souterraine sculptée à la main au cœur de la France. Ce sont les 11 technologies anciennes extraordinaires qui existent vraiment. Le cercueil ouvert par des scientifiques à Nanshan, en Chine, en avril 2015, appartenait-il à Liu He, le légendaire marquis de Aiyun? Près de 10 ans plus tard, les experts n'en sont toujours pas sûrs, mais ils l'espèrent certainement. Le cercueil a été trouvé à l'intérieur d'une tombe vieille de 2000 ans que les archéologues sont presque certains avoir été construite pour le marquis. Liu He est une figure remarquable et controversée de l'histoire chinoise ancienne, ayant été déposé de sa position d'empereur après seulement 27 jours dans le rôle, mais revenant plus tard en grâce et étant fait marquis. Les caractères chinois à l'intérieur du cercueil épellent le nom de Liu He, tout comme les inscriptions sur plusieurs pièces de monnaie et un sceau trouvé ailleurs dans la tombe. La seule chose que les experts n'ont pas encore pu vérifier est l'identité de la personne à l'intérieur du cercueil, mais étant donné la richesse des preuves ailleurs, y compris une série de lingots d'or en forme de sabot, il serait remarquable qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre. L'histoire ne rapporte pas la raison de la mort de Liu He, ce qui est surprenant quand on considère qu'il n'était pas seulement un ancien empereur, mais le petit-fils de l'empereur Wu. Peut-être qu'une étude plus approfondie des restes de l'occupant du cercueil pourrait éclaircir la question. Trouver un trésor incroyablement précieux doit être excitant, mais trouver un trésor ancien qui change la façon dont nous concevons l'histoire doit être le frisson ultime pour tout archéologue. Denis Holm a pu savourer ce frisson dans son Danemark natal en 2016 lorsqu'il est tombé sur un petit crucifix en or alors qu'il utilisait son détecteur de métaux à Anslev. Il a immédiatement réalisé qu'il avait peut-être trouvé quelque chose de significatif, alors il s'est précipité au musée d'Oosterwind pour consulter un expert. Cet expert, Malin Refshogbek, est convaincu que le crucifix date du début du Xe siècle. Cela signifie qu'il existait au Danemark avant les pierres de Jelling du Jutland qui ont été érigées en 965 et qui étaient jusqu'à présent considérées comme des exemples de symboles chrétiens dans le pays. Les registres officiels indiquent que les pierres marquent le jour où Harald Bluetooth a officiellement converti le Danemark au christianisme, mais la découverte de Denis semble confirmer qu'il y avait au moins quelques croyants dans le pays plusieurs décennies avant que les pierres ne soient mises en place. On sait que des missionnaires chrétiens avaient visité le pays avant le Xe siècle, mais les missionnaires n'auraient rien porté d'aussi ostentatoire. Peut-être que la foi était déjà largement répandue au moment où Harald Bluetooth l'a officialisée. Nous pourrions facilement passer le reste de cette vidéo à parler des mystères de la technologie égyptienne ancienne, mais nous voulons nous concentrer sur un seul exemple. Si vous suivez le Nil vers le sud de l'Égypte, vous arriverez finalement à une île appelée l'île Éléphantine. Presque toute l'île est un site archéologique actif, mais la structure la plus fascinante et la plus bizarre est une boîte en pierre faite de granit massif. Elle est symétrique et polie pour une finition lisse. Quiconque a déjà travaillé la pierre sait que le granit est l'un des matériaux les plus difficiles à travailler en raison de sa dureté. Sommes-nous censés croire que les anciens Égyptiens, travaillant il y a plus de 4000 ans, ont sculpté et façonné cette boîte en n'utilisant rien de plus que les outils manuels en bronze que nous savons qu'ils avaient à leur disposition à l'époque? Le bronze, pour éviter tout doute, est plus mou que le granit. Si vous essayez de couper du granit avec du bronze, le bronze céderait avant le granit. Comment les Égyptiens ont-ils pu sculpter la mystérieuse boîte en granit de l'île Éléphantine? La seule réponse logique semblait être qu'ils avaient accès à une forme de technologie supérieure que nous ignorons. Continuons sur le thème des réalisations technologiques anciennes sculptées dans la pierre. Vient ensuite le Galvihara, parfois aussi connu sous le nom d'Uttara Rama. C'est un immense temple rupestre du Bouddha, et vous le trouverez dans l'ancienne ville sri-lankaise de Polonnaruwa. Les archives historiques indiquent qu'il a été sculpté à l'époque de Parakramabahu Ier, au cours du XIIe siècle.
Au cœur de cette création colossale, qui est à la fois un lieu de culte et une œuvre d'art, se trouvent 4 statues rupestres rarières en relief du Bouddha lui-même, sculptées directement dans la face d'un affleurement de granit. Le temple comprend également une grotte artificielle à l'intérieur de laquelle vous trouverez une statue d'une grande figure assise, dont l'identité est inconnue. Il y a une figure assise plus petite et une figure couchée, toutes deux également inconnues, mais qui ne sont pas considérées comme des représentations du Bouddha. Elles sont cependant considérées comme les meilleurs exemples subsistants de la sculpture singalaise ancienne dans le monde. Parakramabahu Ier a un jour convoqué une congrégation de moines à cet endroit pour purifier le clergé bouddhiste, après quoi il a élaboré un nouveau code de conduite pour eux. Tout cela est enregistré dans des inscriptions qui peuvent encore être lues sur le site. En 2013, une collection de récipients en or a été trouvée à l'intérieur d'un ancien tumulus site dans les montagnes du Caucase, au sud-ouest de la Russie, non loin de Stavropol. En 2016, de nouveaux tests ont été effectués sur les récipients. Les résultats de ces tests ont donné aux historiens de nouvelles informations sur leur utilisation. Ils contenaient des traces d'opium et de cannabis. Il semble qu'il y a 2400 ans, les Scythes aimaient se droguer. La présence des artefacts dans un tumulus pourrait signifier que les substances étaient consommées dans le cadre d'une cérémonie funéraire, mais cela ne peut être prouvé. Cependant, les écrits d'Hérodote, l'historien grec, déclarent qu'il a personnellement observé les Scythes utilisant du cannabis lors d'une cérémonie de purification pendant les funérailles de l'un de leurs rois. Les scènes gravées sur les côtés des récipients sont inhabituelles, y compris des représentations d'hommes plus âgés tuant de jeunes guerriers. Les historiens ne sont pas sûrs de leur signification. La qualité de l'or, cependant, rend très probable que ce tumulus était celui d'une personne de sang royal. Peut-être que la prise d'opium était un droit réservé au roi. Si vous avez déjà vu la populaire émission de télévision de science-fiction Stargate ou le film qui a inspiré la série, vous pourriez trouver cette prochaine découverte quelque peu familière. Elle ressemble presque exactement à l'appareil de composition utilisé dans l'émission, mais elle a été créée il y a des centaines d'années sur le site de Sararasling dans le Karnataka, en Inde. Personne ne sait avec certitude qui a fait ces étranges impressions dans la roche, ni à quoi elles servaient, mais elles ont été oubliées pendant des siècles jusqu'à ce qu'elles soient découvertes par hasard lorsque les autorités locales ont décidé de vider un réservoir. Les gravures et les marques se cachaient sous l'eau. Certaines des inscriptions sur les roches environnantes pourraient expliquer le but des marques, mais malheureusement, l'eau les a tellement altérées qu'elles ne peuvent être déchiffrées ou comprises. Ce qui est évident, c'est que les marques ont été faites en utilisant un type de technique avancée de taille de roche qui aurait dû être impossible pour les personnes vivant il y a plusieurs siècles. C'est un site archéologique incroyable qui défie toutes les tentatives d'explication. La ville d'Arwad se trouve sur une île également appelée Arwad en mer Méditerranée. C'est la seule île habitée de la région et elle abrite également un mur qui a été décrit comme une véritable merveille de l'ingénierie ancienne. Il s'agit de l'ancien mur mégalithique d'Arwad, également connu sous le nom de mur d'Aridas et de mur de Rouad. Il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui, mais les preuves archéologiques suggèrent qu'il y a des milliers d'années, le mur englobait toute l'île qui appartient aujourd'hui à la Syrie. L'histoire de l'île est incertaine et empreinte de mystère, mais les archéologues affirment que les preuves suggèrent qu'elle a été colonisée pour la première fois par les Phéniciens il y a environ 4000 ans, après quoi elle est devenue un royaume indépendant appelé Arwad-Aridas. À un moment donné, elle était la seule république du Levant gouvernée par son peuple plutôt que par un monarque. Le mur est et toujours un exemple incroyable d'architecture cyclopéenne. Mais nous n'avons aucune idée de la façon dont il a été construit. Fabriquer et transporter les pierres aurait été difficile, mais les empiler en si aurait dû être impossible pour les gens de l'époque. L'ancienne cité de Teotihuacan est associée aux Aztèques, mais ce ne sont pas les Aztèques qui l'ont construite. Elle a été fondée par une civilisation inconnue qui existait au Mexique avant eux. La ville a révélé d'innombrables découvertes archéologiques fascinantes au fil des ans, mais rien de comparable à celle-ci. Dans une partie de la ville connue sous le nom de Tlalotlacan, en 2016, les archéologues ont trouvé les restes d'une femme qui a été enterrée il y a 1600 ans. Étonnamment, elle a des dents prothétiques.
Plus étonnant encore, les dents prothétiques sont faites de pierre, principalement de pyrite et de serpentine. Ce n'est pas la seule chose inhabituelle à propos de son crâne. Il a également été artificiellement allongé par compression. De telles modifications sont normalement associées au sud du Mexique et à l'Amérique centrale, et aux Mayas plutôt qu'aux Aztèques. Les experts ne sont pas sûrs de la manière dont les dents de pierre sont même connectées à la mâchoire de la femme, mais le processus a dû être exceptionnellement douloureux. Nous ne pouvons pas imaginer que les dents seraient jamais été confortables dans sa bouche non plus, même après qu'elles se soient remises de la douleur de la procédure. Nous supposons que la pyrite a été choisie pour des raisons décoratives. Si c'est le cas, c'est un cas où la forme prime sur la fonction. Au Sri Lanka, il y a une montagne couverte de grottes, et à l'intérieur de ces grottes se trouvent d'anciennes gravures et inscriptions si mystérieuses et déconcertantes que le site entier a été surnommé la montagne alien. En réalité, cependant, ces inscriptions n'ont pas été laissées par des extraterrestres en visite. Ce sont un ensemble de pétroglyphes néolithiques, et à la connaissance de tous, ce sont les seuls pétroglyphes néolithiques de tout le Sri Lanka. On pense que les marques ont été sculptées dans les roches il y a environ 125 000 ans. Le nom correct de la montagne est Danagala Circular Rock, qui se trouve dans le district de Palanarua du pays. C'est un point chaud pour les observations d'OVNI, bien que la plupart de ces observations n'aient été signalées que depuis que le surnom de montagne alien a été donné à cette imposante caractéristique géologique. Il y a trop de pétroglyphes ici pour essayer de leur donner un sens en tant qu'œuvre complète, mais ils incluent des représentations d'humains, de chiens, de flèches, de paons, de plantes et de ce qui semble être des échelles. Certains des glyphes sont connectés entre eux, devenant ce que l'on appelle des runes liées, dont la signification est inconnue. Les grandes découvertes archéologiques ont la bonne habitude d'apparaître lors de projets de construction, et ce fut le cas à Tomares en Espagne, lorsqu'une gigantesque collection de pièces de monnaie romaine antiques a été découverte lors d'une opération de pompage de routine l'année dernière. Les ouvriers tentaient de réparer des conduites d'eau qui fuyaient, mais ils ont mis au jour une énorme collection de pièces de bronze pesant plus de 1300 livres. Ana Navarro, qui dirige le musée de Séville à proximité, affirme que cette énorme trouvaille de pièces vieilles que 1800 ans est unique parce qu'elles sont dans un état exceptionnel, ce qui suggère qu'elles ont été conservées ensemble et n'ont jamais été mises en circulation générale. Il est possible qu'elles appartenaient à une banque ou qu'elles étaient détenues par une agence gouvernementale pour payer des soldats ou des fonctionnaires. Même avec toute son expérience, elle trouve difficile de donner une valeur monétaire à une collection de pièces de cette taille, si ce n'est de dire qu'elle vaut plusieurs millions de dollars. Certaines des pièces semblent avoir été baignées dans l'argent pour augmenter leur valeur, et ont probablement été regroupées ainsi immédiatement après leur frappe. On ne sait pas comment elles ont ensuite été oubliées puis enterrées. En janvier 2016, Von Barzé et Shirley Osborne sont partis en randonnée sur l'île caribéenne de Montserrat. Pendant leur randonnée, ils ont aperçu des sculptures anciennes sur une paroi rocheuse couverte de mousse. Curieux de ces sculptures, ils ont signalé ce qu'ils avaient vu aux archéologues locaux. C'est une bonne chose qu'ils l'aient fait, car les sculptures ont depuis été confirmées comme étant d'anciens pétroglyphes. En tant que tels, ce sont les premiers anciens pétroglyphes jamais trouvés sur l'île. Il existe des similitudes entre ces pétroglyphes et ceux trouvés sur d'autres îles des Caraïbes, y compris Saint-Vincent et Saint-Kitts. Les ressemblances ne sont pas assez fortes pour que les historiens puissent affirmer qu'il s'agit définitivement de l'œuvre de la même culture, mais c'est une forte possibilité. Il est très difficile pour les scientifiques de fournir des dates précises pour les pétroglyphes, mais ils estiment que ceux-ci ont entre 1000 et 1500 ans. Certains d'entre eux sont des formes géométriques, tandis que d'autres pourraient être interprétés comme des figures animales ou même humaines. On pense que les premiers colons à arriver à Montserrat sont arrivés il y a environ 2500 ans. Donc ces marques n'étaient pas l'œuvre des premières personnes à y vivre, mais elles pourraient être l'œuvre de la première culture à y avoir une forme quelconque de communication pictographique. En parlant de monolithes massifs, examinons la pierre occidentale. Son nom donne un indice sur son emplacement. C'est un bloc de pierre de taille qui forme une partie essentielle du niveau inférieur du mur occidental à Jérusalem. C'est la plus grande pierre unique du tunnel du mur occidental et aussi l'un des plus grands blocs de construction de toute description au monde. La face exposée de la pierre occidentale mesure 44 pieds de long et 11 pieds de haut, soit 13 mètres de long et 3 mètres de haut.
Il est impossible de déterminer sa largeur ou sa profondeur car elle est enfouie dans le mur. Une étude menée en 2006 a suggéré qu'elle pourrait avoir 8 pieds de profondeur, mais les conclusions ne peuvent être vérifiées. Si la mesure projetée est correcte, la pierre doit peser environ 300 tonnes. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur le mur occidental et les pierres qui ont été taillées pour le construire, mais il est juste de supposer qu'il a été créé pendant l'ère hérodienne, ce qui le rendrait un peu plus vieux que 2000 ans. Découvrir quoi que ce soit de plus à son sujet est presque impossible en raison des règles strictes qui régissent l'activité archéologique dans et autour du mur. Le respect de la primauté du droit est l'un des aspects les plus importants et fondamentaux du maintien d'une société civilisée. L'élaboration d'un code de loi est une étape vitale dans la fondation de tout pays ou culture, mais il pourrait vous surprendre d'apprendre l'ancienneté du concept. Il s'agit du Code d'Hammurabi, nommé d'après le roi Hammurabi de Babylone, qui a régné il y a près de 3800 ans. Il est considéré comme l'ensemble le plus ancien et le plus complet de lois et de principes juridiques au monde et est toujours très admiré par les avocats de l'ère moderne. La stèle d'Hammurabi, parfois aussi connue sous le nom de stèle du Louvre, est le bloc de basalte sur lequel sont écrites les 282 lois. Le texte couvre tout, des lois civiles fondamentales aux pratiques commerciales acceptables, et comprend des amendes et des peines fixes pour des délits spécifiques. Rédigé en akkadien, le prélude du texte stipule que le code est conçu pour protéger les faibles de l'oppression des forts. Un thème récurrent est que quelqu'un a le droit d'être considéré innocent jusqu'à preuve du contraire, un principe qui reste vrai dans la plupart des pays aujourd'hui. La stèle a été volée par les forces du roi élamite Shkotruk-Naounte il y a environ 3200 ans, mais a été redécouverte par un ingénieur minier français en 1901. Parlons de la figurine du Löwenmensch. C'est une incroyable œuvre de sculpture ancienne qui a été trouvée dans une grotte allemande. Souvent connue sous le titre plus simple d'Homme-Lion, la sculpture en ivoire a été découverte à l'intérieur de la grotte de Hollensteinstadel en 1939. Des tests de datation au carbone, effectués sur la couche où elle a été trouvée enfouie, indiquent qu'elle a environ 45 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne sculpture artistique représentative connue au monde. Les experts pensent qu'elle a probablement été créée par la culture argonatienne, qui vivait dans cette partie de l'Allemagne pendant le Paléolithique supérieur. L'interprétation de la signification de la figurine est impossible, et même faire des suppositions sur sa signification symbolique est un exercice largement redondant. Les experts ne peuvent même pas s'accorder sur le genre que la sculpture est censée représenter, ni même si elle est censée avoir un genre du tout. Il existe d'anciennes peintures rupestres en France contenant des figures qui ressemblent un peu à la figurine du Löwenmensch, mais la ressemblance n'est pas assez forte pour affirmer un lien défini. Sans plus d'informations, tout ce que nous pouvons faire est d'admirer l'art qui a été mis dans sa fabrication. Pour le meilleur ou pour le pire, nous connaissons tous le logo de Twitter. C'est un oiseau et c'est l'un des symboles les plus facilement reconnaissables au monde. Twitter a été lancé en 2006. Son logo, cependant, semble être beaucoup plus ancien. Cette représentation en pierre du logo Twitter a été découverte lors d'une fouille de sauvetage dans la région de la Dordogne, dans le sud-ouest de la France, en 2006. Selon les experts, la sculpture de l'oiseau a environ 35 000 ans. Elle est gravée sur un éclat de silex et est remarquablement naturaliste pour une sculpture de cette époque. Les archéologues ont trouvé plusieurs autres sculptures sur le site, mais aucune n'était aussi naturaliste que celle-ci, ni aussi figurative. En fait, la découverte de l'oiseau a marqué la première fois qu'un exemple d'art figuratif avait été trouvé sur un site d'ornementation à ciel ouvert. Nous ne suggérons absolument pas que quelqu'un vivait il y a 35 000 ans et s'est souvenu de dire à ses enfants, de dire à leurs propres enfants et petits-enfants et ainsi de suite qu'un oiseau ferait un logo sympa pour une application de médias sociaux. Ce serait ridicule. Cependant, cette découverte a fait les gros titres en 2003 et Twitter a été lancé seulement 3 ans plus tard. Coïncidence? Nous vous laissons décider. Nous nous dirigeons maintenant vers la France pour vous montrer une incroyable église souterraine. Construire une église souterraine est bien plus difficile que d'en construire une au-dessus du sol, pour des raisons évidentes. Mais peut-être que les bâtisseurs anciens considéraient un tel projet comme la démonstration ultime de leur foi.
Quelle qu'en soit la raison, leur travail a conduit à la création de l'église souterraine de Saint-Jean, qui se trouve à Aubeterre-sur-Dronne. C'est la plus grande église souterraine de toute l'Europe. Les scientifiques et les archéologues nous disent que toute l'église a été sculptée à la main dans une colline rocheuse solide au cours du XIIe siècle. Le style de l'église est un peu rustique, ce qui est compréhensible étant donné les méthodes utilisées pour la créer. Mais l'échelle est impressionnante. Sa pièce principale contient 2 énormes colonnes supportant un plafond de 60 pieds de haut et un escalier sculpté à la main permet aux visiteurs de grimper sur tout le mur du fond et d'obtenir une vue plongeante imprenable sur le site. Les experts pensent que l'église a été initialement construite comme un lieu de cachette semi-secret pour d'importants artefacts religieux. Le reliquaire romain dans la plus grande pièce latérale serait une relique de la première croisade, et les 80 sarcophages dans l'autre pièce latérale contiendraient les restes de saints et de martyrs. Ces 2 affirmations sont impossibles à prouver. Notre prochain exemple de technologie ancienne ne se trouve pas à un seul endroit, mais peut être observé dans plusieurs endroits du monde. Nous parlons des marques de carrière laissées lorsque les bâtisseurs mégalithiques du monde antique fendaient le quartz. Pour briser le granit, ces anciens travailleurs ciselaient une série de petits trous, les remplissaient de fibres de bois, puis versaient de l'eau sur le bois. Le bois se dilatait lorsqu'il était mouillé et fendait la pierre, laissant derrière lui les marques de carrière comme preuve du processus. Des exemples de cela peuvent être vus dans les pierres à Cusco et au Machu Picchu en Amérique du Sud et dans toute la région de Chilcas à Mendoza en Argentine. Le plus drôle, c'est que vous trouverez également les mêmes marques partout en Égypte, dans des endroits comme Aswan et même dans la pyramide de Menkaure à Gizeh. Il existe même des exemples de la même technique utilisée sur les pierres de Karnak en France et de Castle Rotary en Irlande. Devons-nous croire que toutes ces civilisations anciennes, dont beaucoup n'avaient aucun contact entre elles à ce stade de l'histoire, ont toutes découvert la même méthode spécifique et complexe de coupe du granit en même temps? Ou y a-t-il un chaînon technologique ancien? Qui ou quoi a créé les caractéristiques connues sous le nom de Saint-Paul Tatarga Kartkots dans l'archipel maltais? Ces profondes rainures qui sillonnent la terre sur les sites de Talcadi et Misrar Gar il-Kbir ont été créées dans la roche solide et sont pourtant presque certainement d'origine artificielle. Dans un endroit particulier, elles forment un motif artificiel si reconnaissable qu'elles ont été comparées au point de rencontre des lignes de train à Clapham Junction à Londres en Angleterre. Nous ne connaissons aucun phénomène naturel qui créerait de telles marques, mais nous ne pouvons pas non plus imaginer une bonne explication de la façon dont les humains anciens auraient pu faire cela. Elles sont connues sous le nom d'ornières de charrette, parce qu'elles ressemblent à celles laissées par des charrettes lorsqu'elles étaient traînées dans la région, mais aucune charrette n'aurait jamais pu laisser de telles blessures dans la roche solide. Si ce ne sont pas des ornières de charrette, elles ont dû servir à d'autres fins. Il a été théorisé qu'elles auraient pu être créées pour l'irrigation ou peut-être comme des chemins vers des lieux cérémoniels importants, mais aucune de ces théories ne peut être prouvée. Nous ne doutons pas que des humains aient fait ces marques il y a plusieurs milliers d'années, mais nous n'avons aucune idée de comment ni pourquoi. Certaines découvertes sont aussi énigmatiques que merveilleuses. À titre d'exemple, regardez cette collection de minuscules spirales d'or, récemment trouvées au Danemark. Le Danemark a été réputé pour avoir de nombreux trésors d'or de l'âge du bronze par les archéologues dans le passé, mais rien de tel que ce trésor de 2000 fils d'or torsadés n'a jamais été trouvé auparavant. Les spirales ont été trouvées à Boslunda, où l'on pense que les peuples préhistoriques apportaient des hommages en or dans l'espoir d'être récompensés par les dieux. Mais il est peu probable que ces artefacts aient été utilisés à de telles fins. Ils ont environ 3000 ans et ont très probablement été utilisés comme objets décoratifs sur les vêtements des prêtres tribaux ou des rois pour symboliser le pouvoir du soleil. On ne sait pas pourquoi autant d'entre eux étaient stockés au même endroit. Bien que chacun des fils d'or massifs soit mince, avec une longueur moyenne d'1 seul pouce, une fois additionné, toute la collection pèse une demi-livre. Cela signifie qu'ils seraient extrêmement précieux s'ils étaient vendus, mais pour l'instant, ils sont exposés au public. La découverte de l'établissement de l'âge du bronze de Must Farm en Angleterre a été lente et méthodique. Cela a commencé en 1999 avec la découverte de quelques simples poteaux en bois à côté d'une vieille épée.
D'autres fouilles ont été autorisées sur le site de Whittlesey, Cambridgeshire, ce qui a abouti à la découverte de 8 pirogues de l'âge du bronze en 2011. En 2012, les archéologues étaient certains d'avoir affaire à une ville entière jusqu'alors inconnue. Ici, dans les années 2020, il est considéré comme un site tellement important que certains historiens le décrivent comme la Pompéi britannique. Les archéologues se sont souvent demandé pourquoi les artefacts découverts à Must Farm semblaient avoir été abandonnés alors qu'ils étaient encore neufs. Ils croient maintenant avoir trouvé une réponse. L'analyse du bois carbonisé et des cendres sur le site suggère qu'il y a eu un énorme incendie juste 1 an après la fondation de l'établissement, après quoi il a été abandonné et jamais réinvesti. L'évacuation fut si précipitée que de nombreux pots en terre cuite trouvés dans les vieilles maisons contenaient encore de la nourriture. Tout cela s'est produit il y a entre 2800 et 3000 ans. Must Farm est comme une capsule temporelle, une que les archéologues continuent d'explorer aujourd'hui. L'invention de la corde fut une percée significative dans le développement humain primitif. Nous la considérons comme un processus simple aujourd'hui, mais quelqu'un a dû concevoir le concept et montrer aux autres comment le faire. Nous pensons que cela s'est produit il y a environ 40 000 ans en Allemagne. C'est une hypothèse basée sur un outil de fabrication de cordes trouvé dans la grotte de Höllefels, dans le sud-ouest du pays, en 2016. L'outil est fabriqué à partir d'ivoire de mammouth et contient 4 trous de tailles différentes, ce qui aurait permis aux gens de fabriquer des cordes de différentes épaisseurs selon leurs besoins. Des artefacts de ce type ont été découverts auparavant, mais ont été mal interprétés comme des œuvres d'art abstraites ou des instruments de musique primitifs. Cette découverte aurait pu être classée de la même manière, mais les chercheurs ont pu démontrer que la corde pouvait être fabriquée en faisant passer des fibres végétales à travers les trous et en les torsadant. Une fois que nos anciens ancêtres eurent maîtrisé cette astuce, ils purent se tourner vers des concepts plus importants, comme l'assemblage du bois avec de la corde pour fabriquer des bateaux et des maisons. Ce n'est pas aussi significatif que l'invention de la roue, mais c'est presque aussi important. Lors d'une sécheresse en 2014, le lac Poyang, dans la province chinoise centrale du Jiangxi, s'est asséché pour la première fois depuis des siècles. Ce faisant, il a révélé la présence d'une passerelle en granit dont personne ne connaissait l'existence. On pense que cette passerelle en granit a été construite pendant l'ère de la dynastie Ming du pays, il y a près de 400 ans. Cela rend sa longueur d'autant plus impressionnante. Avec une longueur de 2930 mètres, ou 1,8 000 si vous préférez mesurer les choses de cette façon, c'est le plus long pont lacustre de Chine. Les historiens et les archéologues du pays l'ont surnommé le pont au milieu en raison des 1100 trous le long de sa longueur. Les archives suggèrent qu'il a été construit sur ordre de l'empereur Changshan en 1631, mais cela n'a pas été prouvé de manière concluante. Une explication possible du fait que l'énorme pont ait été oublié par l'histoire est que le lac est réputé hanté. Il est souvent comparé au triangle des Bermudes en raison du volume considérable de navires qui ont disparu dans ses eaux. Peut-être le pont est-il devenu une partie du mythe et les gens de l'époque ont-ils décidé qu'il valait mieux le noyer et l'oublier. Le mur de Kamanawa, en Nouvelle-Zélande, présente tous les signes révélateurs d'avoir été fabriqué par des mains humaines. Trouvé dans la forêt de Kamanawa, près du lac Taupo du pays, il semble avoir été construit à partir d'une série de roches rectangulaires avec des espaces et des lignes symétriques entre les roches montrant les endroits où un bloc se termine et l'autre commence. La méthode de construction ressemble aux plateformes de pierre Aou de l'île de Pâques. Il pourrait donc vous surprendre d'apprendre que l'histoire officielle de ce mur est qu'il a été créé par la nature et non par l'homme. En fait, l'idée que des êtres humains aient construit ce mur est absurde. Les scientifiques disent que ces pierres sont restées dans leur position actuelle pendant plus de 300 000 ans. Ils tentent d'expliquer les fissures et les lignes en disant qu'elles sont apparues lorsque la roche a refroidi après sa formation. Mais un tel processus entraînerait-il des fissures aussi régulières et symétriques? Pourquoi les pierres seraient-elles toutes de forme si rectangulaire? Certains habitants insistent sur le fait que le mur a été construit par la tribu Te Waitaha avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande. Mais même l'existence de cette tribu est débattue par les Maoris, qui affirment avoir été les premiers colons humains en Nouvelle-Zélande lorsqu'ils sont arrivés il y a 8 siècles.
Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Des découvertes fascinantes vous attendent dans chaque vidéo. Merci pour votre soutien, à bientôt!